Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Hier, on a partagé un très, très bon moment avec professeur Magdalena, avec les enseignantes. Et aujourd'hui, nous allons débattre un sujet qui nous tient à cœur, particulièrement dans le contexte actuel au Maroc et à l'université marocaine en particulier. Et je pense que Monsieur le Président va dire un mot au premier. Et peut-être j'aurai la parole après donc, les mots de bienvenue, celui de notre président et celui de la présidente qui nous honore aujourd'hui par sa présence, Madame Maria Fernandez, qui appuie la femme en Afrique et la femme dans tous les domaines où elle travaille. Merci beaucoup à vous toutes et merci à notre président pour l'intérêt qu'il porte au genre au niveau de l'université Mohamed Ier. Donc, je pense que le président va prendre la parole et on aura l'occasion de débattre à la fin de cette rencontre. À tout de suite. C'est bon, madame? C'est bon. Alors, merci, madame Herzi. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les femmes du Maroc et toutes les femmes autres mères, c'est-à-dire toutes les femmes espagnoles qui nous aident et qui appuient toutes les activités de la promotion de la femme au sein de notre université. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous d'organiser une telle activité pour la promotion de la femme. Et d'ailleurs, je remercie aussi Madame Maria Fernandez, présidente de la Fondation Femmes pour Africa. J'aime bien dire en espagnol, Mujeres por Africa. Mujeres por Africa, pour son appui et son soutien inconditionnel à la femme au sein de notre université. Et aussi, j'aimerais remercier beaucoup Madame la ministre Sqali Nzha, vu son expérience riche dans le domaine, que ce soit de la politique, que ce soit de la promotion de la femme, que ce soit de la défense des droits des femmes, et que je la remercie vivement d'avoir accepté cette invitation pour débattre un tel sujet concernant la femme au sein de l'université. Aussi, j'aimerais aussi juste informer Madame Zasqali, parce que là, les autres les autres femmes qui sont connectés avec nous, ils le savent déjà, c'est qu'actuellement, notre université, c'est la première université au Maroc qui a validé un budget dédié à la femme, à la promotion de la femme au sein de l'université pour la faire sortir de l'ombre. Et ça, c'est très important parce que nous avons des compétences féminines très, très, très importantes, excellentes, que ce soit de l'enseignement, que ce soit dans la recherche. Et ce budget, il va les soutenir, il va les booster aussi à faire mieux. Et ça, c'est très important. Et aussi, nous avons aussi créé carrément une structure dédiée à la femme et à la promotion de l'approche genre au sein de notre université. Et cette structure, il est présidée, ou bien il est dans la responsable, Madame Herzi, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous, notre université, à peu près 20% du staff professoral et staff administratif est représenté par des femmes. Donc, quand même, c'est une masse très importante et c'est une masse qui donne beaucoup, que ce soit dans la publication, que dans la recherche scientifique, que ce soit dans la formation, et elle répond toujours présente. Donc, c'est l'occasion à ce que la femme de notre université perce aussi et prend quelques responsabilités. Et dernièrement, nous avons nommé deux responsables femmes, à savoir vice-doyenne à la faculté de médecine. Hein? Et d'ailleurs, on n'entend plus. Je n'entends plus. Aussi, et d'ailleurs, on a nommé dernièrement, on a nommé deux femmes. Il y a un problème. C'est bon maintenant? Il y a un problème. Il y a un problème de son à notre niveau. Je n'entends plus. Ah, elle n'entend plus. C'est pas vous? C'est pas nous. Ouais. Il y a un problème de connexion? C'est bon? Non? Non. Vous avez les micros ouverts, Madame Scali? Je comprends. Les micros des ordinateurs? C'est bon? Maintenant, c'est bon? Madame la ministre, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Maintenant j'entends. Parfait. Oui, je suis désolée, je n'entendais plus. Ça y est. Très bien. Donc, alors,
Juste, j'aimerais signaler que notre université, l'université Mohamed Ier, et d'ailleurs c'est la première université, et ça c'est très important. Le conseil d'université a validé à l'unanimité un budget dédié à la femme au sein de l'université. Ça c'est très important, c'est un budget conséquent quand même, c'est un budget conséquent qui est dédié à la femme, et ça c'est important. Aussi, nous avons nommé dernièrement deux dames, deux professeurs en tant que vice, une à la faculté de médecine et l'autre à l'École nationale de commerce et de gestion. Et probablement l'année prochaine, on aura aussi nommé d'autres. Donc là, on essaie à ce que l'approche genre soit bien instaurée au sein de notre université. Et d'ailleurs, on est très content et on est très fiers de cet exploit parce que la femme, quand même, il fait un travail extraordinaire, il fait un travail incroyable. Il faut juste la faire sortir de l'ombre. Et si on commence par Oujda, et comme vous savez, Oujda, quand même, c'est une ville qui est conservatrice, hein? C'est pas comme les autres pays, comme les autres villes. Si on réussit ça au niveau de la région orientale, certainement dans les autres régions, ça va passer facilement. Et ça, c'est très important. Et nous sommes très heureux. Et ce qui est aussi très important, Madame la Ministre, c'est que quand on a évoqué ce budget, le conseil d'université à peu près à 99% des hommes, des professeurs, des représentants des staff administratifs, etc. Ils l'ont validé facilement à l'unanimité. Et ça, c'est très important. À l'unanimité, il a été validé sans questionnement, sans rien. Tout le monde adhère à la promotion de l'approche genre au sein de l'université. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Un budget dédié à la femme, c'est la première fois. Et personne n'a dit non. Et personne n'a posé de questions. Autrement dit, c'est que toute l'université adhère à ce projet de la promotion de l'approche genre. Et ça, c'est très important. Et je remercie infiniment les membres du conseil d'université. Et je remercie aussi infiniment les responsables des établissements et les professeurs et le staff administratif de toute l'université Mohamed Ier parce qu'ils croient à l'approche genre et j'espère réussir ce projet-là de l'approche genre. Donc, ben voilà, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Je remercie Madame Fernandez, Mujeres para Africa. Je remercie Teresa. Déjà, on a décroché deux projets avec nos partenaires espagnols. Un projet qui est en cours, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement à distance pour les enseignants de notre université. Il y a un autre projet aussi qui concerne l'étudiante et qui concerne l'enseignante. Et espérons à ce que notre université joue aussi ce pont entre le nord et le sud, ce pont entre le nord, l'Espagne, et aussi le sud vers d'autres pays africains et faire, comment dirais-je, sorte de groupement de leaders de femmes Afrique-Europe. Et ça, c'est très important. Nous organisons aussi on est en train d'organiser, et là, c'est Mme Hirzik qui s'occupe de ce projet, on est en train d'organiser, et j'espère aussi aboutir à ce projet, on est en train d'organiser une manifestation grandiose concernant la diaspora marocaine au féminin et son apport pour l'université Mohamed Ier. Hein? Nous avons des femmes de l'oriental. Nous avons des femmes de l'oriental, et sont nombreuses d'ailleurs en Europe, qui occupent des postes clés, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la politique. Ce sont des femmes de l'oriental, et nous voulons solliciter ces femmes pour qu'ils nous apportent leur soutien, leur appui à la région orientale, à l'université. Et dernièrement, on a fait un webinaire avec une dame extraordinaire qui s'appelle Ilham Gshati. Et d'ailleurs, c'est la première. Gshati, il est de Berkane, il est de l'oriental, et c'est la première dame franco-marocaine qui a obtenu le diplôme de pilote de chasse d'un avion militaire. Je ne me souviens pas de son numéro. Et la première dame franco-marocaine et européenne. Et cette dame-là, on l'a contactée, on a fait un webinaire avec elle, et là, il nous a, comment dirais-je, il nous a raconté son expérience pour encourager les étudiants qui se trouvent dans des difficultés, que la vie n'est pas facile, elle est vraiment difficile, mais il faut persévérer, il faut travailler pour arriver à de très bons résultats. Donc voilà, je vous remercie infiniment et merci beaucoup pour les. Madame Mirzi?
Alors, je donne la parole à Madame Teresa. Oui, À vous la parole, Madame. merci, Monsieur le Président. Merci de votre mot. Si ça le reste, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers professeurs, je me réjouis d'être à nouveau parmi vous dans le cadre de ce projet qui a, à notre grande satisfaction, suscité un vif intérêt et qui sans doute contribuera à resserrer les liens et la sororité entre les professeurs espagnols et marocains de ces grandes universités, l'Université Complutense de Madrid et l'Université Mohamed I d'Oujda. Cet après-midi, mes amis, nous avons un rendez-vous très particulier. Nous allons compter avec l'intervention d'une femme de laquelle on apprend toujours. Une femme qui a beaucoup œuvré et qui œuvre beaucoup pour son pays. Une personne qui j'ai connue il y a presque 15 ans et qui, dès le premier instant, j'ai reconnu comme une de ces personnes qui maintient dans leur tête et dans leur cœur un engagement inné par l'amélioration de la vie. Il s'appelle Nusa Scali. Bienvenue, Nusa, chère amie. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous la connaissez, car elle a été, entre 2007 et 2011, la ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité. Elle était à ce poste lorsque je l'ai connue, étant moi-même vice-présidente première du gouvernement de l'Espagne. Mais à cette date, son parcours d'activiste politique et social était déjà vaste et reconnu. Je vais dire quelque chose. Fondatrice de l'Association démocratique des femmes du Maroc, fondatrice de l'Organisation marocaine des droits humains, fondatrice du Comité national pour la participation des femmes à la vie politique Casablanca, fondatrice du Centre d'écoute et d'assistance juridique aux femmes victimes de la violence et du Centre pour la leadership féminin dans cette ville. Pendant de longues années, députée du Parti du Progrès et du Socialisme à la Chambre représentante et chef du groupe parlementaire de l'Alliance socialiste. Comme vous le voyez, une femme d'action, une femme qui n'a pas seulement lutté et lutte encore pour les droits des femmes, mais qui se sent toujours concernée par la recherche permanente de la justice, par l'amélioration démocratique, pour la lutte contre la violation des droits de l'homme qui suppose la peine de mort, contre laquelle elle s'est bâtie et continue de se battre avec toutes ses forces. Nusa, je vous l'assure, est une personne qui ne déçoit jamais et qui ne capitule jamais. Une valeur sûre, une compagne de voyage qui nous livre toujours son intelligence, son soutien, sa solidarité. Je peux l'affirmer, car depuis la création il y a bientôt 10 ans de la Fondation Femmes pour l'Afrique, elle appartient à notre conseil consultatif et a participé de nombreux projets et d'activités avec la même sagesse et enthousiasme avec lesquels, je ne doute point, elle va dialoguer avec nous lors de cette rencontre. En conclusion, j'aimerais vous raconter comment Nusa obtient son premier poste de livre parce que c'est un exemple de sa ténacité, de cette ténacité qui caractérise la lutte des femmes pour l'égalité. Mais je préfère que ce soit elle-même qui vous le fasse. Je sais que son exemple, le miroir que sa figure présente aux yeux de toutes les femmes engagées, est l'un des plus clairs que l'on puisse trouver. Regardez-vous en lui et je suis sûre que vous avancerez. Moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait grâce à elle. Merci, ma chère. Merci, ma chère amie, très chérie, Nusa, d'avoir répondu à nouveau à notre appel. Je te donne la parole. Merci beaucoup pour ces paroles très, très élogieuses, chère Maria Teresa de la Vega. Je suis tellement émue que j'ai du mal à prendre la parole. Donc, je voudrais vraiment te remercier beaucoup de ta chaleureuse présentation et de tout le regard positif que tu lances à ma modeste personne.
Et je voudrais vraiment te féliciter à mon tour et te dire combien tu constitues pour nous un super modèle, parce que Maria Teresa de la Vega, quand elle a été vice-présidente du gouvernement espagnol, on a senti la différence, c'est-à-dire qu'elle elle a accompli des réalisations exceptionnelles en faveur des femmes à ce moment-là. C'est là qu'il y a eu la loi contre la violence et qu'il y a eu réalisation de la parité homme-femme au niveau des postes de responsabilité et de décision. Et Maria Teresa de la Vega est une personne humaniste et qui croit dans les droits des femmes, et qui croit dans le leadership féminin et qui est constamment habitée par la volonté de promouvoir le leadership des femmes, les droits des femmes, parce que ce n'est pas simplement pour les femmes, mais c'est vraiment pour faire avancer nos sociétés. On a besoin de cette coopération des deux moitiés de la société, que sont les hommes et les femmes, pour aller de l'avant. Mais Maria Teresa ne s'est pas contentée de l'Espagne. Elle est une magicienne pour lier des On liens. vient parler de toi et de Les Monts, pas de moi, hein, nous sommes. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est sincère. Maria Teresa, quand elle a créé la fondation Mujeres por Africa, elle a su mobiliser les plus grands leaders à travers l'Afrique et créer une dynamique africaine pour la promotion des droits des femmes. Et pour notre pays également, nous te sommes reconnaissants, Maria Teresa, parce que tu t'intéresses beaucoup à notre pays. Tu as créé le centre de Nador qui est appelé à éclairer, pas seulement le Maroc, mais à éclairer également l'Afrique des femmes. Vraiment, bravo. Merci beaucoup de ton amitié et merci de ton engagement et de ton action. Je voudrais également saluer chaleureusement Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier de d'Oujda, Monsieur Yassine Zerloul, le féliciter pour toutes les actions qu'il a engagées. Et je suis très, très fière de savoir qu'effectivement, vous avez été innovant par la création disons, d'un centre qui sera une structure dédiée à l'égalité, aux droits des femmes. Je suis fière que votre conseil d'administration ait adhéré pleinement à cette idée, parce que je ne le dirai jamais assez, la question de l'égalité, ce n'est pas simplement pour les femmes. La question de l'égalité, c'est une question qui concerne les femmes et qui concerne les hommes. Vous savez, si on imagine un projet de société où il y aura une véritable égalité entre les hommes et les femmes, on pourrait vraiment voir à quel point nos pays pourraient aller de l'avant et dans lesquels il n'y aurait pas de perdants et de gagnants, mais tout le monde serait gagnant parce qu'on gagnerait tous ensemble un pays qui permette l'épanouissement de toutes ses potentialités. Si vous arrivez à faire passer ce message à travers les enseignants, à travers les étudiants, je crois qu'on aura gagné énormément et je souhaite plein succès à cette structure et vraiment je vous félicite également pour le budget qui a été voté et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont contribué à cet événement. Bon, bien sûr, je citerai l'Université Complutense de Madrid, qui a son unité, donc Unidad de Igualdad, mais également les membres de votre équipe, Maria Teresa de la Vega, notamment Teresa Langle, qui a été très patiente et qui a vraiment assuré le contact permanent avec moi, mais également les autres membres de l'équipe. Je voudrais aussi saluer au niveau de l'Université Mohamed Ier, le professeur Zulekha Irzi et l'ensemble des professeurs, des honorables professeurs et des étudiants et étudiantes qui suivent avec nous cette conférence. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de me trouver virtuellement dans la ville millénaire d'Oujda, la ville de Ziri ibn Atiya, la ville frontière qui a accueilli les résistants algériens pendant la guerre d'Algérie et qui a produit de nombreuses militantes de l'égalité, mais beaucoup de militants aussi dans la société civile et dans la vie politique. Et on a retrouvé au sein du Parlement plusieurs militantes vraiment valeureuses issues de la ville d'Oujda. Bon, je citerai Rachida Tahiri, je citerai aussi Salima
bon, Sada Salima, l'avocate qui est également chez vous. Et je voudrais dire que Oujda a produit vraiment beaucoup de militantes en faveur des droits des femmes. Et je voudrais rendre un hommage particulier à une personnalité de premier plan que tous les Marocains et les Marocaines connaissent, mais ne savent pas tous qu'elle est originaire d'Oujda. Il s'agit de Marhouma Zulekha Nasri, qui a atteint les plus hauts niveaux de la responsabilité politique, puisque ça a été l'unique femme à avoir été conseillère de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je peux vous dire que son action dans le domaine social a été particulièrement appréciée. Et bien sûr, c'est une personnalité dont l'ensemble des Marocaines et Marocains s'enorgueillissent. Donc, je vous félicite et vous remercie. Et on peut ensemble se féliciter que les nouvelles technologies nous permettent de surmonter les contraintes de la pandémie Covid qui nous a tant éprouvés, mais qui nous a également ouvert de nouvelles opportunités pour pouvoir échanger et travailler ensemble. Alors, je voudrais dire que bien que pharmacienne de profession, donc j'appartiens à une profession scientifique, je n'ai pas travaillé dans les domaines des sciences et de la recherche, mais j'ai consacré ma vie à la lutte contre les inégalités de genre, les violences faites aux femmes et pour la promotion du leadership des femmes et pour l'autonomisation des femmes en tant que levier pour le développement et le progrès de notre pays. Et je m'adresse à des personnalités qui brillent par leur maîtrise scientifique et par leur intelligence. Et j'imagine combien notre pays et notre monde irait mieux si cette population de scientifiques avait plus de pouvoir et plus de leadership pour influer les politiques publiques et pour développer le savoir dont nos sociétés ont tant besoin. Alors, pour introduire mon intervention, je voudrais dire que j'ai appris que l'Assemblée générale des Nations unies a mis en place une journée internationale des femmes et des filles et de la science. Donc, le 11 février de chaque année, il y a cette journée internationale. Elle a été mise en place assez récemment, puisque c'est en décembre 2015. Et l'intitulé de cette journée, elle vise à sensibiliser le public et à rappeler à la communauté internationale que la science et l'égalité des genres doivent aller de pair afin de relever les grands défis mondiaux et d'atteindre tous les objectifs et cibles du programme du développement durable en perspective 2030. Les inégalités entre les sexes dans le domaine de la science sont étroitement liées aux inégalités dans la société tout entière. Donc, les progrès accomplis en la matière sont incontestables dans notre pays et dans beaucoup de pays du monde. Il y a l'accès des femmes à l'éducation et à l'emploi et un ensemble de réformes qui impactent aussi la pleine participation des femmes et le leadership des femmes scientifiques. Donc, cette même année 2015 où a été proclamée la Journée internationale des femmes et des filles de science, il y a eu également le lancement des objectifs du développement durable. Alors, l'égalité de genre, c'est une valeur et un objectif en soi pour rendre justice aux femmes et corriger les injustices. Donc, nous devons suivre avec beaucoup d'attention la réalisation de ces objectifs du développement durable et notamment l'objectif numéro 5 qui vise à réaliser l'égalité de genre et donner des capacités et du pouvoir aux femmes et aux filles. Donc, les liens ont clairement été reconnus entre la réalisation des objectifs du développement durable et la mise en œuvre du plan d'action de Beijing. Vous savez, en 1995, les États s'étaient engagés à l'unanimité, les 189 pays s'étaient engagés à un ensemble d'actions dans le domaine des politiques publiques pour promouvoir le pouvoir des femmes, pour promouvoir l'égalité homme-femme. Et il y a un indicateur qui est très visible et dans lequel malheureusement les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est l'accès des femmes au pouvoir. Je dis toujours que la question clé sur laquelle se catalysent toutes les résistances en matière de promotion des droits des femmes, c'est la question des droits politiques des femmes.
mais également donc les liens entre ces objectifs du développement durable et la mise en œuvre de la CEDAW, de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui date de 1997. Il y a des liens évidents et il faut dire que les femmes constituent 50,2% de la population et au vu des rôles qu'elles jouent dans la société, elles expriment les besoins de 63,6% de la population. Je vais vous dire, ce chiffre-là, il me tient à cœur parce que, vous savez, quand j'ai été en charge du ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité, ce qui était pour moi, bien sûr, un grand honneur, mais en même temps une grande charge, j'avais commencé à réfléchir aux populations dont j'avais la charge de promouvoir les droits. Alors, je me suis dit, il y a les droits des femmes, et les femmes constituent la moitié de la société. Mais il y a les enfants, et les enfants, même si je divise le nombre par 2 pour ne pas compter 2 fois les petites filles, en ajoutant les enfants aux femmes, donc les enfants garçons aux femmes, ça faisait déjà plus de 65% de la population. Mais j'avais aussi en charge les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et la lutte contre la précarité, et enfin, entre l'exclusion et la précarité. Donc c'était un ensemble une cible extrêmement large qui pouvait constituer jusqu'à 75% de la population. Et en contrepartie, le budget dont je disposais ne dépassait pas 0,3% de l'ensemble du budget de l'État. Bien sûr, cette vision que je vous présente, et vous êtes des scientifiques, vous le savez, c'est une vision un peu caricaturale. Ce n'est pas une vision réelle parce qu'il y a un ensemble de secteurs gouvernementaux qui ont la charge disons, de promouvoir ces composantes de la population. Mais malgré tout, la responsabilité de la promotion de ces droits était du ressort de mon ministère. Donc, j'ai dû mobiliser les différents secteurs gouvernementaux et ils n'arrêtaient pas de me dire « Mais madame la ministre, on ne travaille plus qu'avec vous ». Je disais « Mais c'est normal parce que j'ai en charge les 70% de la population ». Donc, il y avait un ensemble de commissions interministérielles dans laquelle je mobilisais en permanence les différents secteurs gouvernementaux pour servir les causes des femmes, des enfants, des personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc. Donc, sans en avoir le titre, j'ai eu un petit peu presque la même position que mon amie Maria Teresa de la Vega. J'étais comme vice-présidente ou bien vice-premier ministre. Je leur disais d'ailleurs, cette fonction aussi large mériterait d'avoir un poste de vice-premier ministre parce qu'on a besoin de faire travailler l'ensemble des secteurs gouvernementaux. Et d'autre part, j'ai réussi à mobiliser la société civile à laquelle j'exprime toute ma reconnaissance et mon admiration pour le travail extraordinaire que font les citoyennes et les citoyens engagés dans la société civile, parce qu'ils ont acquis une expertise, ils et elles ont acquis une expertise, un savoir-faire, ils réalisent de très grandes choses avec de très faibles moyens, et ça constitue également un levier extraordinaire pour faire avancer les politiques publiques. Alors, l'égalité permet d'améliorer l'accès des femmes aux ressources économiques et financières avec un impact décisif sur l'éducation, la santé, le bien-être, la sécurité alimentaire, l'environnement, la survie et la protection des enfants, de toute la famille et de la société. Et à l'inverse, les inégalités ont un coût en termes de productivité, d'efficacité et de croissance économique. Et cette réalité-là, elle est relevée par un ensemble de rapports, aussi bien au niveau international que dans les institutions nationales et les ONG. Tous les rapports indiquent de façon importante combien le fait de renforcer les capacités des femmes, de donner du pouvoir aux femmes, de les autonomiser, de leur donner des moyens financiers, ça permet réellement de jouer un rôle de levier pour le progrès de la société. Et en plus, l'égalité, c'est un engagement national et international du Maroc. Et je vous dirais que la promotion des droits des femmes et de l'égalité, c'est aussi une excellente antidote
contre l'obscurantisme. Et Dieu sait que nous avons besoin de la science et nous avons besoin de promouvoir cet épanouissement et ce développement des hommes et des femmes pour permettre de contrecarrer les idées, disons, obscurantistes ou les idées, disons, rétrogrades dans notre société. Alors, la relation entre le développement et l'égalité, je donnerai comme élément le... Excusez-moi, j'ai mon téléphone. Je donnerai comme élément le rapport du PNUD qui est publié chaque année, qui a été publié en 2019, dans lequel le Maroc est classé 121e sur 189 pays. Notre pays est qualifié d'un pays à développement humain moyen, avec un IDH, un indice de développement humain de 0,676. Mais il est classé dans la catégorie des pays qui connaissent un niveau d'inégalité homme-femme très élevé. Donc, il y a un indice de développement de genre qui est fourni par le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour le développement, qui nous donne un indice de développement pour les femmes et un pour les hommes. Donc, pour les femmes, il est de 0,60 et pour les hommes, il est de 0,72. C'est-à-dire 1, c'est le degré le plus élevé. Donc, dans le rapport du PNUD, il a été ciblé que les revenus économiques étaient particulièrement discriminatoires en disant qu'il y a un revenu national brut pour les femmes qui est de 3 000 $ par an contre 12 000 $ par an pour les hommes. Et le rapport souligne la corrélation entre la réduction des inégalités et l'amélioration du développement humain en disant qu'aucun pays dans le monde n'atteint un niveau de développement élevé sans assurer une meilleure égalité homme-femme. Et les ressources humaines sont au cœur du développement durable. Le développement durable est fondé sur la réhabilitation de nos ressources humaines et le renforcement de leurs capacités pour permettre l'accès des jeunes générations de filles et de garçons à une éducation de qualité, à une formation et une sensibilisation à un ensemble de valeurs, de droits humains, de liberté et d'égalité, autant que de respect de l'environnement. L'égalité des sexes et l'égalité des chances, je l'ai dit et je le redis, sont de formidables leviers pour la croissance économique, le développement et le progrès social. Et on ne peut atteindre les objectifs du développement durable sans cibler l'ensemble des femmes et des hommes, des filles et des garçons sur la base de l'égalité. Et j'en viens à l'éducation qui est un élément majeur en matière d'autonomisation des femmes. On a un rapport de l'UNESCO datant de 2015 qui nous dit que malgré les progrès impressionnants accomplis dans le monde depuis l'an 2000, les filles représentent toujours la majorité des enfants non scolarisés et des adultes analphabètes. Seuls 38% des pays sont parvenus à la parité des sexes au niveau du secondaire, contre 63% au niveau primaire. Et selon un rapport de l'Observatoire des inégalités datant de 2014, le taux d'analphabète au niveau mondial est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 20% contre 11%, 20% chez les femmes contre 11% chez les hommes. Et l'écart du taux d'alphabétisation entre les hommes et les femmes, malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle, a très peu évolué malgré tous les efforts qui sont consacrés. Pour ce qui est du Maroc, il y a eu des progrès très importants. On peut citer aujourd'hui les taux d'alphabétisation au Maroc, qui est de 82,7% pour les hommes contre 62,5% pour les femmes. En moyenne, 72,4%. Ce chiffre n'est pas suffisant, bien entendu, parce que nous aspirons à avoir une généralisation, une liquidation de l'analphabétisme. Mais je crois que ces chiffres qui nous interpellent sont également à mettre en adéquation avec l'espérance de vie à la naissance qui est assez avancée pour un pays appartenant au continent africain, puisque notre espérance de vie à la naissance est de 76,45, 76 ans et demi, disons, d'une façon générale, et de 77,67% pour les femmes.
Donc, le taux d'analphabétisme, par exemple, des femmes est beaucoup plus concentré dans les populations qui sont les plus âgées. Et parfois, quand il y a des classements qui sont faits par le PNUD, parfois on ne met pas en adéquation ces taux d'analphabétisme avec la question de l'espérance de vie à la naissance. Et il y a des pays, malheureusement, dans lesquels l'espérance de vie ne dépasse pas 55 ans. Et à ce moment-là, il est bien naturel que le taux d'alphabétisation apparaisse comme plus élevé. Au niveau des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, pour 2015-2016, on nous donne le pourcentage, disons, de scolarisation. Je ne vais pas vous alourdir avec tous les chiffres, mais simplement montrer qu'au niveau du primaire, on a 96,3% des filles qui accèdent au niveau du primaire. Au niveau collégial, au niveau du collège, ce chiffre descend à 84,9%. Je parle pour les filles. Je donne le pourcentage uniquement pour les filles. Et le taux pour les garçons, d'une façon générale, on sait qu'il y a des disparités hommes-femmes au détriment des femmes. Et il y a aussi des disparités urbain-rural au détriment, si on veut, du rural. Ça, c'est une réalité qui est valable pour notre pays dans tous les domaines sociaux, dans lesquels il y a des actions qui sont menées, mais qui n'ont pas encore réussi à juguler ces différences qui ne devraient pas exister, mais qui existent au niveau des disparités territoriales et des disparités de genre. Donc, on passe de 84,9% dans les collèges, on passe à 61,2% au niveau de la scolarisation dans les lycées. Donc, il y a un impact important du préscolaire pour réduire de moitié les déperditions scolaires et améliorer la réussite d'au moins 50%. Et là, le taux de féminisation du préscolaire ne dépasse pas 45,9%, c'est-à-dire ça reste inégalitaire au détriment des filles. L'abandon scolaire, on a des chiffres de 2019, enfin une analyse qui montre, par genre et par milieu, qui montre que les filles rurales sont fragilisées par la difficile transition entre le primaire et le collégial. L'écart le plus important entre les deux sexes est observé au niveau de la 6e année du primaire, dans le milieu rural, où le taux d'abandon atteint 23,4% pour les filles, contre seulement 13,6% pour les garçons. Ce qui confirme encore une fois que pour les filles, il y a des besoins, parce qu'il y a le harcèlement sexuel, il y a la distance qui existe entre le collège et l'habitation, il y a le risque malheureusement du mariage précoce, du mariage subi, qu'on appelle, parce qu'en arabe il y a un mot différent pour le dire, c'est tzouij, donc un mariage subi par les filles, et malheureusement ce phénomène, on n'a pas réussi à le vaincre. Par contre, il a une tendance à augmenter durant ces dernières années et c'est quelque chose qui devrait nous interpeller avec force. Au niveau des résultats du bac, vous voyez que j'arrive vers l'universitaire, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Au niveau des résultats du bac, il nous montre chaque année que les filles excellent. En 2019, 56% des lauréats du baccalauréat sont des filles. Le taux des réussites des filles est de 71,68% contre un taux de réussite de 62,8% pour les garçons. Et cette année, en 2019, donc sur les 10 meilleures notes de la session normale du baccalauréat, 8 reviennent à des filles. Et ça a été annoncé dans un communiqué du ministère de la Formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ne vous fâchez pas, messieurs qui êtes à l'écoute, c'est parce que les femmes ont un sens. On sait que l'intelligence est également répartie entre les hommes et les femmes, mais les femmes ont un défi à relever qui fait qu'elles font davantage d'efforts et qu'elles savent ce que ça signifie, le fait de s'accrocher aux études, parce que les études, ça veut dire l'autonomisation, ça veut dire peut-être échapper à un mariage subi et à s'assurer une vie, disons, de dignité. Donc, c'est ce qui peut-être parmi les facteurs qui expliquent ce grand succès des filles au niveau du baccalauréat. Alors, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, il y a un très bon rapport du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique
avec l'instance nationale de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et qui donne des références. Il date de 2018 et il nous donne quelques chiffres concernant, il nous donne beaucoup de chiffres, mais je vous en présente quelques-uns. Dans l'enseignement supérieur, la proportion des femmes dans les populations estudiantines et professorales. Au niveau des étudiants, au niveau du cycle de licence, il y a 48% qui sont des filles. Donc, on est très proche de la parité au niveau du cycle de licence, mais cette parité s'éloigne au fur et à mesure qu'on passe au cycle master et doctorat. On passe au cycle master à 43% et au doctorat à 39%. Et au niveau des enseignants-chercheurs, malheureusement, on est loin de la parité. Au niveau de tous les cycles, le pourcentage des enseignants-chercheurs serait de 26% d'après ce rapport. Bon, j'ai essayé de trouver des éléments concernant l'évolution des grades des enseignantes-chercheurs, mais peut-être je ne vais pas vous alourdir avec tous les chiffres, mais j'ai retenu un chiffre en particulier, c'est que, exception faite des professeurs agrégés pour lesquels la proportion des femmes, 46%, s'est approchée en 2016 de la parité, à l'exception de cela, la répartition de l'effectif des enseignants-chercheurs selon le grade et le genre montre qu'hormis le grade d'assistant où la part des femmes enseignantes-chercheuses a diminué 10% entre 2001 et 2016. Donc, leur part dans tous les autres a gagné entre 2001 et 2016, sans pour autant dépasser celle des hommes, qui restent prédominants, quel que soit le grade. On a aussi des taux de féminisation des diplômés de cycle normal de l'enseignement supérieur dans différentes disciplines qui nous montrent que les femmes, elles partent de loin, elles partent d'une situation de discrimination, mais elles arrivent à une situation où elles arrivent, par exemple, à avoir 70% en médecine dentaire, des lauréats en médecine dentaire sont des femmes, en médecine et en pharmacie, 60% sont des femmes, et même en technologie, 54%, dans les sciences, 46,58%, et dans le total des lauréats du cycle normal de l'enseignement supérieur, on arrive pratiquement à la parité homme-femme. À l'inverse, au niveau de la participation économique, on trouve un taux d'activité des femmes qui est en régression. Et plusieurs organismes nationaux, comme le Conseil économique et social et environnemental et également le Conseil national des droits de l'homme, ont tiré la sonnette d'alarme sur cette régression du taux d'activité des femmes qui a reculé à 21,5%, alors que dans les années 2000, elle était de l'ordre de 30%. Et récemment, il y a une étude du ministère de l'économie et des finances, donc la direction des études et des prévisions financières, soutenue par l'ONU Femmes, qui a évalué le coût économique des inégalités de genre dans le marché du travail, en disant que les discriminations dans le monde du travail ont un coût économique très élevé, un manque à gagner qui se traduirait par une augmentation de 39,5% du revenu national brut par personne. Et même une réduction de 1/4 de l'écart de niveau d'activité homme-femme conduirait à une hausse du PIB variant entre 5,7 et 39,5%. Également, il y a une étude de l'OCDE qui est hallucinante, qui date de 2017, qui nous dit que la discrimination faite aux femmes au travail coûterait à la région MENA 575 milliards de dollars par an, toujours selon l'OCDE. Et de toute façon, la faiblesse en matière de participation économique des femmes est régulièrement, disons, montrée du doigt par la plupart des organismes, Banque mondiale, Fonds monétaire international, et qui citent à tour de bras un pourcentage important d'amélioration des ressources du pays s'il y avait une meilleure participation économique des femmes. Alors maintenant, pour ce qui est des femmes dans le domaine de la science et de la recherche, ce n'est pas faute d'avoir cherché les éléments, mais j'aimerais vous dire que la disponibilité des données déclinées selon le genre est en soi un indicateur pour savoir est-ce qu'on se préoccupe réellement
de ces différences de représentation des hommes et des femmes. Et c'est un défi que j'appelle les femmes scientifiques à relever, c'est de visibiliser, je veux dire de militer, parce que ce mot, je le pratique effectivement au quotidien, donc si ça fait un petit peu militaire, je m'en excuse, mais d'agir, disons, pour pouvoir obtenir des indicateurs qui sont déclinés selon les genres et de visibiliser l'évolution, les défis, le déficit, enfin les conséquences, les enjeux, etc., liés à ces inégalités hommes-femmes dans le domaine de la recherche. J'ai trouvé une étude qui s'appelle Genre et sciences, le temps d'agir, qui a été appelée Chemera, donc Chi, Euroméditerranéenne Recherche, AREA. Donc c'est une étude qui a été produite en août 2015, que j'ai pu obtenir grâce à l'aimable collaboration du professeur Aminab Tachi, que je remercie pour son soutien. Elle a été menée grâce à une étude conjointe avec l'Union européenne sur les pays arabes méditerranéens, l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Liban, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Il y a eu une participation des chercheurs et chercheuses des pays euro-méditerranéens. Et à cette occasion-là, j'ai appris que pour l'Union européenne, il y a eu une initiative qui a été lancée en 2003 qui s'appelle She Figures. Bon, je ne sais pas si je prononce bien en anglais, mais la Commission européenne a lancé ce projet qui permet de collecter systématiquement les données relatives à la situation des femmes dans les sciences et la recherche dans l'Union européenne. Et cette commission, ce projet, si on veut, publie un rapport tous les 3 ans. Et ça a permis la récolte de statistiques et de publications de She Figures a pu montrer les écarts de genre et leur évolution et sensibiliser et développer des politiques en se basant sur une évidence chiffrée. Vous savez, tout à l'heure, Maria Teresa a parlé de ma participation à la vie politique. C'est vrai que très très tôt, bien avant qu'il y ait pratiquement aucune femme qui avait accédé dans les positions élues, je m'étais dit qu'il fallait absolument conquérir ces places de postes de responsabilité, même à un niveau le plus bas. Et j'avais commencé à me présenter aux élections. Je m'étais présentée en 1976 aux élections municipales. J'avais aucune chance d'être élue et pratiquement il y avait très très peu de femmes élues, presque inexistantes. En 1977, il y avait des élections législatives. Bien sûr, à ce moment-là, il y avait 0 femme au Parlement. Et je m'étais présentée, j'étais la seule femme candidate à Casablanca. Et dans tout le Maroc, il y avait uniquement une femme qui s'était présentée aux élections. Ensuite, je n'avais pas été élue, bien entendu, et j'ai continué. Je me suis présentée la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, la 6e fois. Ce n'est que la 7e fois, après 21 ans de campagne électorale, que j'ai pu être une toute petite conseillère municipale parmi les 0,33% de femmes conseillères municipales. Donc, c'est une petite fonction d'être conseillère municipale. Moi, je l'avais appelée l'école élémentaire de la politique parce que ça permettait vraiment le premier degré de l'exercice de la responsabilité publique. Mais parallèlement à tout ça, on avait mené une action dans le milieu associatif, disons, à travers le Centre pour le leadership féminin et l'Association démocratique des femmes du Maroc. On avait mené toute une bataille, tout un combat pour visibiliser les chiffres, justement, pour montrer combien les femmes se présentaient aux élections, qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à se présenter aux élections, mais qu'on avait toujours des résultats qui avoisinaient les 0. Et c'était une façon de plaider pour qu'il y ait des quotas pour les femmes. Et bon, je continue sur mon parcours. Je me suis présentée la 8e fois, la 9e fois aux élections, et ce n'est que la 10e fois, donc après 25 ans, un quart de siècle de candidature, que j'ai pu être élue au Parlement, mais à travers un mécanisme qui a été mis en place à l'époque et qui était la liste nationale, et que nous avons pu réussir parce qu'on a réussi à visibiliser, disons, cette exclusion des femmes au niveau de la prise de décision. Alors, dans de nombreux pays, ça montre l'importance de visibiliser les chiffres et d'avoir des données
et de les partager avec les autres. Dans de nombreux pays de l'Union européenne où ces données étaient absentes ou n'étaient pas publiées, l'apparition de She Figures en 2003 a finalement permis de mesurer l'ampleur des déséquilibres entre les sexes dans les sciences et de déterminer les politiques envisageables pour les réduire. En Europe, cette collecte systématique de données et les analyses comparatives ont considérablement amélioré les connaissances sur les problématiques relatives au genre, à la science, et ont alimenté le débat politique et les actions en Europe. Et le problème identifié fut que l'excellence de la science en Europe a été compromise par le patriarcat, la discrimination institutionnelle et les approches rétrogrades de la gestion des ressources humaines. Et puisque j'ai parlé du patriarcat, il faut absolument que je dise un mot pour les femmes et pour les hommes qui nous écoutent. Bien que le patriarcat, ce soit la domination des hommes sur les femmes, ce n'est pas un système qui est favorable aux hommes. Il n'est pas favorable à tous les hommes. Il n'est favorable qu'à ceux qui ont du pouvoir, que ceux qui ont de l'argent. Mais imaginez des jeunes, par exemple, au chômage, le patriarcat ne les sert pas. Ils ne sont pas considérés par la société comme des êtres supérieurs, ils sont considérés comme non existants et non reconnus. Donc, je voudrais vraiment dire que lutter contre le patriarcat ne signifie en aucun cas lutter contre les hommes, ça signifie lutter contre un déséquilibre dans le pouvoir entre les hommes et les femmes, et tout le monde en sortirait gagnant. Les femmes en sortiraient gagnantes parce qu'elles pourraient se réaliser pleinement et ne plus craindre d'être dominées et d'être violentées par des hommes à qui on dit qu'ils sont supérieurs, mais les hommes aussi en sortiraient gagnants parce qu'ils n'auraient plus cette pression de devoir obligatoirement avoir de l'argent, obligatoirement être riche, obligatoirement être puissant et dominateur pour être reconnu dans la société. Et vraiment, je tenais à faire cette parenthèse que je referme tout de suite. Maintenant, le développement de la recherche est un sujet de préoccupation majeure. Il y a un constat mondial des inégalités. Partout dans le monde, on constate la hausse spectaculaire du nombre d'étudiantes qui s'est faite dans un contexte d'inégalité dans les carrières de recherche et en particulier dans les postes hiérarchiques les plus élevés de ce secteur. Le pourcentage des femmes qui occupent des postes de niveau élevé dans le domaine scientifique n'augmente pas au même rythme que le nombre des femmes ayant l'âge et les qualifications requises. Ce n'est pas seulement une situation injuste, c'est aussi un gaspillage de talent et une source que ni la science ni l'économie ne peuvent se permettre. Les femmes dans les hautes hiérarchies de l'enseignement au Maroc, je sais qu'il y a eu dans l'histoire 3 femmes présidentes d'université. Il y en a actuellement 2. La première a été Madame Rahma Bourqiya, présidente de l'université de Mohammedia en 2002, docteur en sociologie. Mais depuis en 2019, nous avons actuellement 2 femmes qui président des universités. La présidente de l'université Hassan II de Casablanca, Madame Awatif Hayar, docteur en traitement du signal et télécom de l'Institut national de Polytechnique de Toulouse et experte internationale en Smart Cities. Et également Madame Khadija Safi, présidente de l'université Hassan Ier de Stats, qui a un doctorat d'université en 1990 en analyse et modélisation des systèmes biologiques à l'Institut d'analyse des systèmes biologiques et socio-économiques de l'université Claude Bernard de Lyon, et doctorat d'État en sciences naturelles en 1993. Les femmes marocaines, leaders dans le domaine des sciences, il y en a, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le Maroc compte beaucoup de femmes leaders en matière de sciences, technologies, ingénierie mathématiques, des professeurs, des chercheuses, des ingénieurs, des informaticiennes, des médecins. Je sais qu'il y en a de très nombreuses parmi vous. Elles ne sont relativement que peu visibles et peu célébrées parce que le modèle traditionnel de la femme la voit plus comme épouse et mère au foyer. Et cette idée-là est très ancrée dans les mentalités. Il est encore relativement rare de voir une femme félicitée pour sa réussite professionnelle, alors que les femmes contribuent de manière indéniable au développement de notre pays en l'occurrence. Mais je tiens à quand même saluer les efforts qui sont faits actuellement. Par exemple, au niveau des chaînes nationales, aussi bien
l'Oula qu'au niveau de la télévision 2M, mais également les gestes de Sa Majesté le Roi qui reçoit, qui valorise et qui honore régulièrement des chercheurs et des chercheuses partout à travers le monde. Et je remercie Monsieur le Président de l'Université qui a parlé de valoriser la diaspora féminine de l'oriental qui brille dans le monde au niveau scientifique, politique, dans le monde de l'économie, dans le monde du sport, dans l'art, dans différents domaines. Alors, si vous voulez, notre rôle modèle en quelque sorte national date du 9e siècle. Vous avez tous à l'esprit Fatima el-Fihriya qui a été à l'origine de la construction de l'université Al-Qarawiyyin de Fès, qui est reconnue comme étant la plus ancienne université dans le monde qui est encore en activité, dans lequel on faisait la promotion de l'enseignement dans différentes branches, médecine, mathématiques, astronomie, sciences de la langue, philosophie, en plus de la théologie et de la jurisprudence. Il y a de nombreuses femmes qui brillent et font briller le Maroc. Je peux parler de Myriam Chedid, qui est une astronome, exploratrice et astrophysicienne marocaine, qui a réussi dans une mission pour installer le plus grand télescope du monde dans le désert le plus sec et le plus hostile, le désert d'Atacama au Chili. Et en 2005, elle a été la première personne à planter un drapeau arabe marocain, en l'occurrence, en Antarctique. Également, il y a Madame Kautar Hafidi, spécialisée dans la culture nucléaire, dans la physique nucléaire, qui a été nommée depuis 2017 directrice de la division de la physique au Laboratoire national d'Argonne aux États-Unis, devenant la première femme à occuper ce poste. Il y a Madame Raja Sharqawi El-Morsli, physicienne marocaine, vice-présidente de l'Université Mohamed V de Rabat, lauréate du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Voilà, a contribué à une des grandes découvertes de la physique, la preuve de l'existence du boson de Higgs, la particule responsable de la création de masse dans l'univers, surnommée la militante de la recherche. Bon, je pourrais en citer beaucoup, mais je citerai Esma Boujriba, la première femme marocaine à intégrer la NASA, Hasna Chnaoui, géologue marocaine de renommée internationale qui a dirigé des équipes de recherche sur la météorite martienne Tinsint, tombée dans le désert marocain en juillet 2011. Madame Ismaël Louafi, jeune scientifique marocaine du Canada, championne de la sécurité alimentaire, etc. Bon, je voudrais vraiment dire quel décalage entre ces taux et entre ces femmes qui brillent et qui excellent et les femmes au niveau des postes de responsabilité. Même si on a accompli des progrès extrêmement importants, puisque actuellement nous avons 81 femmes élues à la Chambre des représentants, alors que jusqu'à 2002, ça fait moins de 20 ans, il n'y avait que 2 femmes au Parlement. Donc nous avons 20,5% des femmes et classées 114e, disons, dans le classement des pays en fonction de la représentation parlementaire. Et nous sommes en deçà de la moyenne mondiale qui est de 23,4%, loin des 30% dans lesquels la plupart des pays s'étaient engagés. Également au niveau des communes, on a 6 637 élus femmes, c'est-à-dire 21,20%, alors que jusqu'à 2009, il n'y avait que 0,5% des femmes. Mais au niveau des présidences de communes, nous avons moins de 1% des communes qui sont dirigées par des femmes. Il en va de même pour les régions, alors que nous avons 38% des conseils régionaux qui sont des femmes, mais on n'a eu aucune femme présidente de région jusqu'à la dernière période, juste avant les élections, bon, il y a 1 an environ, on a pu avoir 2 femmes qui sont maintenant présidentes de région. Et enfin, nous avons 4 femmes ministres sur les 24 membres du gouvernement. Bien sûr, on attend des progrès aux prochaines élections, parce qu'il y a eu certaines décisions qui ont été prises, mais il reste insuffisant au vu de la parité qui est déclarée dans la Constitution et au vu des engagements internationaux du Maroc. Parce que nous avons un cadre référentiel qui est celui de la nouvelle Constitution, qui s'engage sur l'égalité et la parité, mais aussi qui s'engage sur la suprématie des conventions internationales
ratifié par le Maroc par rapport à la législation interne et qui s'engage à l'harmonisation de toutes les lois marocaines avec disons, les dispositions de la Constitution, cette Constitution qui est basée vraiment sur les valeurs d'égalité, de parité, qui interdit toutes les formes de discrimination et de violence et qui reconnaît les droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus. Donc, il y a eu de grandes avancées et je n'ai pas pu parler de, bon, je le ferai si vous le demandez, mais il y a eu énormément de progrès en matière législative, la réforme du Code de la famille, du Code de la nationalité, les luttes contre les violences à l'égard des femmes, il y a eu des politiques publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a également un grand chantier concernant les politiques publiques qui s'appelle la budgétisation sensible au genre, dans lesquelles le Maroc est à l'avant-garde au niveau international, puisque ça date de 2002. On est devenu un peu expert en la matière et les Nations Unies ont accepté d'ériger un centre d'excellence de la BSG, de la budgétisation sensible au genre, qui est installé à Marrakech et qui forme des hauts responsables de l'État en matière de budgétisation sensible au genre. Il y a eu aussi la loi organique des finances qui a consacré cette approche de budgétisation sensible au genre, qui vise à disposer des données dispatchées selon le genre et à introduire l'objectif de réaliser l'égalité au sein de toutes les politiques publiques. Mais entre ce qui est proclamé dans la loi organique et dans la budgétisation sensible au genre et les réflexes basés sur le patriarcat qu'ont certains dirigeants dans les moments disons, de crise, par exemple lors de la crise Covid, alors qu'il y a eu une gestion remarquable, disons, de la pandémie et de la gestion de la crise a été faite de façon très positive grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, mais au niveau, par exemple, des aides qui ont été consacrées aux familles précaires, on a bien orienté, on a bien montré du doigt le chef de famille en disant que c'est le chef de famille qui doit bénéficier de cette aide, alors que dans la loi, dans le Code de la famille, on n'a pas de chef de famille. On dit, l'article 4 du Code de la famille nous dit que la famille est gérée et co-gérée par les deux partenaires du couple et que donc cette idée du chef de famille, elle est plus dans la mentalité de ceux qui nous dirigent que dans la réalité légale. Mais pour ça, il faut qu'on puisse effectivement réagir et faire entendre raison à ceux qui nous dirigent. Donc, excusez-moi, je vais sauter quelques pages parce que, disons, sur les questions des avancées en matière de droits des femmes, il y a beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de défis. Et je peux vous dire que la question des droits des femmes et de l'égalité, d'abord, ce n'est pas une question qui concerne simplement les femmes, mais qui concerne toute la société. Mais ensuite, c'est une question globale. On ne peut pas traiter la question de l'égalité uniquement à travers le biais politique ou le biais économique ou le biais social ou l'éducation ou la recherche. On doit traiter la question d'une façon globale parce qu'il y a une interconnexion entre tous les domaines d'action et il y a un domaine qui est particulièrement important, c'est celui de la culture de l'égalité, la promotion de la culture de l'égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre et la lutte contre les idées toutes faites qui pensent que le partage des rôles entre les femmes et les hommes doit donner des femmes à la maison pour s'occuper des enfants et des hommes qui travaillent à l'extérieur. Ça, c'est une idée qui tue le développement, qui tue la dignité des femmes, qui tue l'idée de l'autonomisation des femmes. Et on doit particulièrement lutter contre cette idée et ne pas permettre que des responsables politiques, comme ça a été malheureusement le cas d'un chef de gouvernement dans le précédent gouvernement, qu'il déclare que les femmes sont des lustres qui illuminent la maison, ce à quoi nous répondons haut et fort que les femmes sont des soleils qui éclairent le monde et non pas des lustres pour éclairer la maison. S'il veut éclairer la maison, il n'a qu'à lui rester à la maison et ça permettra à sa femme d'aller se rendre utile pour elle, pour les siens et pour le pays dans lequel nous habitons tous et toutes. Donc, je voudrais dire que les femmes ont un grand besoin de pouvoir, parce que c'est le pouvoir agir, le pouvoir changer les choses, le pouvoir rétablir la dignité et rétablir l'égalité pour tous les membres de la société,
elle a besoin d'un pouvoir économique, politique, environnemental et scientifique pour mettre en œuvre l'égalité et la parité et la justice sociale à travers des politiques de développement inclusives fondées sur l'approche droits humains et l'approche genre. Voilà, maintenant pour ce qui est de l'université marocaine, son rôle premier est le leadership des femmes scientifiques. Le rôle premier de l'université marocaine, de toutes les universités, c'est celui de la formation des générations montantes. Développer l'esprit critique et le sens de la citoyenneté, loin des stéréotypes et des idées toutes faites, mettre leur intelligence au service du progrès, de la citoyenneté active sur la base des valeurs de liberté, de droits humains et d'égalité. Le rôle de la recherche scientifique dans le développement pour développer l'emploi, alors que les nouvelles technologies offrent des opportunités extraordinaires pour ce qui est de l'emploi. Et là, il y a McKinsey qui a estimé que Internet, par exemple, pourrait contribuer au PIB annuel du continent africain à hauteur de 300 milliards de dollars d'ici 2025. C'est des chiffres hallucinants et qui pourraient être permises grâce à l'accès des femmes, grâce à l'accès de toutes les populations disons, à la connexion Internet. Les technologies facilitent le travail de nombreux entrepreneurs dans les domaines qui correspondent aux besoins même des populations locales en matière de e-santé, de e-éducation et les systèmes de paiement via le mobile pour pouvoir également, disons, développer des projets générateurs de revenus au niveau local et permettre également leur commercialisation. Donc, il est indispensable de générer les possibilités pour lutter contre la fracture numérique à travers notamment la fibre optique et à travers mettre à la disposition des collectivités des moyens de connexion informatique. Je vais peut-être terminer un peu sur le rôle des scientifiques. Je vais lancer quelques idées que je soumets à votre débat. Donc, s'inscrire dans une démarche et une vision par rapport à l'ensemble de la société, ça c'est une question majeure, c'est-à-dire au-delà de l'université, au-delà de notre famille, au-delà de notre quartier, au-delà de l'espace dans lequel nous évoluons tous, disons, se donner une dimension, réfléchir en termes d'intérêt national. Vous savez, il n'y a rien de mieux pour donner un sens à la vie et pour nous permettre d'être constamment en phase avec la réalité qui se passe dans notre pays et dans le monde. Je ne me limite pas à la question du pays. Il faut s'inscrire dans les valeurs d'égalité et de parité. Sensibiliser la communauté scientifique et éducative à la question de l'égalité homme-femme. Je voudrais également me permettre de vous inciter à avoir confiance dans vos capacités de leader. Développer la solidarité féminine et jouer en équipe. Impliquer les hommes chercheurs. Encore une fois, ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes, c'est une question de femmes, mais ce n'est pas une question de femmes, mais une question de science, de développement de la science, de l'intérêt de la science et une question de société. Développer un leadership dans la société et constituer des modèles pour les jeunes filles et garçons. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important pour les enfants de voir des modèles dans la société qui leur permettent de s'identifier, parce que les enfants, ils fonctionnent comme ça, ils disent « je veux être comme elle ». Et c'est une anecdote, pendant que je faisais mes campagnes électorales, un des moments de plus grand bonheur que j'avais, au moment où je n'avais aucune perspective réellement d'être élue, ce qui m'a fait tenir tellement longtemps, c'est les petites filles qui prenaient ma main. Et dans leur regard, je sentais une confiance et une admiration. Et quand je me penchais sur elles pour leur demander « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» elles me disaient « comme toi ». Et rien que ce mot-là me remplissait de joie et me donnait la certitude que je devais continuer dans le chemin qui était le mien. Enfin, encourager la présence des filles dans les études scientifiques et techniques, sensibiliser les jeunes lycéennes et collégiennes en luttant contre les préjugés et les stéréotypes. Et enfin, mon dernier mot, c'est aussi sensibiliser aussi les garçons à l'égalité, parce que les garçons comme les filles sont appelés à vivre dans une société dans laquelle doivent régner les valeurs pour lesquelles
nous avons tant lutté et qui sont aujourd'hui à la portée de notre main, à condition qu'on se les approprie et qu'on incite l'ensemble des responsables à tous les niveaux à les mettre en œuvre ensemble, la main dans la main. Merci infiniment et je m'excuse beaucoup d'avoir été trop longue. Et je suis à votre disposition pour tout éclaircissement ou toute question ou débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre Nuzha Sqli, pour ce panel d'informations autour duquel vous avez balayé tous les champs de l'intervention humaine pour le développement, en passant depuis l'institution familiale jusqu'à l'ensemble des activités qu'exerce l'humanité sur cette terre. Et aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale de la Terre qui coïncide avec donc, le 21 avril chaque année. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais je voudrais, si vous le permettez, juste rebondir sur deux petits points qui ont été évoqués dans votre panel d'informations concernant la culture de l'égalité. Et c'est une culture de l'égalité à laquelle nous sommes, nous, les femmes, responsables. Je dirais également qu'il y a aussi un grand rôle à jouer par les médias et les réseaux sociaux, etc. Et puis une révision, une refonte des programmes pédagogiques. Parce que dans les programmes pédagogiques, beaucoup d'images sont données pour la femme. C'est la femme qui fait la cuisine. Donc, on fixe à la jeune génération donc des schémas stéréotypiques de la femme, de la maman, de la sœur, etc. Et donc, nous devons tous ensemble, hommes et femmes, travailler pour un monde juste, égalitaire en matière du genre. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur votre intervention qui était très, très riche. J'ai pris beaucoup de notes. Il y a beaucoup de statistiques, beaucoup d'exemples de femmes leaders, que ce soit en sciences, que ce soit dans d'autres domaines. Je dirais que les femmes excellent. Et donc, c'est à nous, les femmes, d'être solidaires pour pouvoir relever le défi escompté par Sa Majesté le Roi, qui nous a donc toujours appuyés depuis le début des années 2000. Alors, je voudrais demander à mes collègues de l'Université Mohamed Ier, et nous avons quelques invités. Nous avons Madame Tahiri, nous avons Nuzha Jahada. Si vous avez des interventions, s'il y a des rajouts, je vous donne la parole, cher ami. Et vous pouvez allumer vos caméras. Cher ami qui souhaite intervenir? Sinon, je vais désigner parce que je vois Rim qui a allumé sa cam, Zoubida. Donc, Madame Rim, vous pouvez allumer votre micro. Professeur oui, là, vous m'entendez? Oui, vous allez vous présenter avant de faire votre intervention. Donc, Docteur Rim, à vous la parole. Merci, Madame Zulekha. Donc, c'est professeur Rim Amrani. Je suis enseignante à la faculté de médecine et de pharmacie de Oujda. Je suis chef de service de réanimation néonatale et néonatologie au CHU de la même ville et récemment nommée vice-doyenne à la recherche et la coopération au sein de la faculté de la même ville. Donc, je tiens déjà à remercier Mokhales pour Africa pour l'intérêt qu'elle porte à la promotion du genre. Je remercie également Madame Nuzha Sqli qui nous a éclairé sur la représentativité de la femme sur le plan institutionnel, que ce soit universitaire, politique, social. Je remercie également, bien sûr, professeur Elzi, vous-même, notre représentante du genre, et je dirais que vous méritez amplement votre titre au sein de l'Université Mohamed Ier, donc on est fiers de vous avoir parmi nous et à nos côtés surtout. Donc moi je dirais en tant que femme universitaire, enseignante, donc j'avais quand même eu le privilège peut-être d'avoir des postes de responsabilité avant. Je n'ai pas trop senti cette ségrégation. Peut-être que j'avais de la chance de ne pas l'avoir senti. Donc déjà, je suis nommée chef de service de réanimation néonatale. D'ailleurs, j'étais la première sur la région à faire cette spécialité et donc j'ai eu ce poste. J'ai été présidente de l'Association des pédiatres de l'Oriental sur une région que je dirais quand même sexiste, où il y avait plus d'hommes que de femmes.
Et donc, j'ai été pendant 4 ans présidente de cette association. J'ai été présidente du Rotary, donc, qui est un club connu. Et là, je suis adjointe du gouverneur sur toute la région Fès-Oujda. Et là, j'ai été récemment nommée vice-doyenne à la recherche et à la coopération. Je remercie Monsieur le Président pour la confiance qu'il a fait en moi, en me nommant en ce poste. Et bien sûr, notre doyen d'université, professeur Khalid Serraj, également. Donc, peut-être je suis chanceuse parce que là, sincèrement, je n'ai pas senti une vraie discrimination. Certes, il ne faut pas nier qu'il y a quand même des femmes qui souffrent de cette discrimination. Au sein de nos structures, je dirais que déjà les enseignantes, elles représentent, je dirais, 38 enseignantes en médecine sur 105. Donc, je dirais que c'est un pourcentage qui reste quand même correct. Et parmi les 38 enseignantes, il y a pas mal de chefs de service. Donc, les étudiantes, elles représentent 60% au sein de la faculté de médecine pharmacie d'Oujda. Et là, sincèrement, je ne peux pas juger si c'est juste par choix de discipline, parce que généralement, c'est des études qui sont longues et donc c'est beaucoup plus les filles qui choisissent de faire médecine que les garçons, ou alors parce qu'elles sont tout simplement brillantes. Il ne faut pas nier que les filles, elles sont quand même brillantes étant au baccalauréat. Donc, moi, je dirais, s'il y a un message à passer, c'est qu'à travers notre compétence, notre volonté, on pourra changer beaucoup de choses. Certes, tout changement va demander du temps, mais on va sentir ce changement venir petit à petit, timidement certes, mais au moins il est là et on reste optimiste. Beaucoup d'avancées commencent à se faire sentir, donc on le sent quand même, et on doit commencer par nous-mêmes. Je l'ai dit et je le redis, on est des actrices de la société et on est déjà des mamans. Donc déjà, à notre niveau, donc la femme d'aujourd'hui, c'est elle qui fera l'homme de demain. Et donc déjà, dans notre éducation, il faudrait enseigner cet homme et l'éduquer de telle manière qu'il sache qu'il est égal à sa sœur, qu'elle n'est pas là, elle, pour le servir, que tous les deux peuvent bénéficier d'études universitaires, qu'elles peuvent avoir, je dirais, les mêmes chances dans la vie, en évitant toute discrimination. Donc, commençons déjà par nos foyers, contact de nos enfants. Donc, on est les modèles. Donc, Madame Sreli a parlé des modèles. C'est vrai qu'il faut qu'on soit déjà nos modèles à nos enfants, qu'on soit les modèles à nos enfants, qu'on soit des modèles étant enseignantes à nos étudiantes, justement. Et nous-mêmes, quand on était étudiantes, on avait toujours des enseignantes qui étaient notre modèle. Donc, un dernier message, donc une femme devrait être forte, confiante en elle, déterminée, travailleuse pour pouvoir réussir. Et merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions de la part des collègues présents parmi nous? Il n'y en a pas. Moi, je voudrais juste intervenir puisqu'il n'y a pas d'intervention, pas en tant que chargée de mission de la promotion du genre à l'université. Ah d'accord, il y a Madame Haddad. Je termine et je vous donnerai la parole. Alors, comment est-ce qu'elle est née cette idée? C'est comme vous l'avez déjà formulé, Madame la ministre, en matière de tout ce qui se fait en matière du genre à partir, je dirais, de la mise en œuvre des orientations stratégiques de notre Constitution. Notre université avait reçu au mois de décembre un courrier lors des journées de la lutte contre toutes les formes de violence à l'université, et c'était un courrier du ministère de l'Enseignement. Et c'était là, à ce moment-là, nous travaillions, moi et Madame Teresa Lang de Paz, sur un deuxième projet que nous espérons qu'il verra le jour sur l'autonomisation des femmes. Et c'est là que le président a jugé qu'il est utile de mettre en place un service dédié à l'accompagnement du genre au niveau de l'université. Et donc, depuis, on a mené beaucoup d'activités grâce, bien sûr, à l'appui de la Fondation Mujeres por Africa, que nous remercions beaucoup parce qu'elle a dévoilé beaucoup de compétences féminines. Nous ne sommes que 20% au niveau de l'université Mohamed Ier, mais ces 20%, ce sont des femmes qui excellent dans différents domaines variés, et nous espérons que d'ici peu, on fera émerger des compétences de taille au niveau de notre université, et qu'elles sont là et elles existent. Donc, je donnerai la parole tout de suite à Madame Amina Haddad de la faculté de lettres, professeure à la faculté de lettres. Donc, Madame Amina, à vous la parole. Merci, Madame. Tout d'abord, bon Ramadan à tout le monde. Je remercie Madame Skali Nouzha
Monsieur le Président de l'Université Mohamed Ier, ainsi que Madame Teresa et tous les professeurs qui ont participé à la réussite de cette manifestation. Je me présente, je suis professeure à la faculté de lettres Mohamed Ier, le département de langue et de littérature française. Alors nous, dans notre département, le nombre de femmes est plus élevé que le nombre d'hommes enseignants, mais le chef de département, il est de genre masculin. C'est un peu, oui, alors et tout le monde, tous les départements nous font cette remarque et c'est-à-dire même les femmes enseignantes, ils ont voté pour le genre masculin. C'est un peu bizarre. Alors, je suis membre d'une association féminine contre la violence contre la femme. Alors, je voudrais poser une question à Madame le ministre, l'ex-ministre. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous ne voyez pas que, c'est-à-dire, avant de parler d'une culture d'égalité entre les femmes et les hommes au Maroc, c'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs, comme vous l'avez retenu. Il y a le facteur, c'est-à-dire les stéréotypes. Déjà, l'homme se voit supérieur que la femme. Et alors, bien que la femme ait accédé à plusieurs postes, on a il excelle dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine de la physique nucléaire, il a été conseillère du roi, c'est très bien, mais c'est-à-dire la majorité, c'est-à-dire presque la popularité, alors lorsque nous travaillons dans notre association, la cause de cette violence contre la femme, c'est le côté matériel. Alors, est-ce que vous ne voyez pas pour que la femme, ou bien avant de parler de toute promotion de la femme, il faudrait peut-être aider la femme à réaliser parce que lorsque les statistiques que nous avons dans l'association, c'est qu'une femme qui diminue, qui a un handicap matériel, il est obligé d'épouser un homme âgé et cet homme, c'est-à-dire pour lui, c'est pas une épouse. Elle est là, c'est une infirmière, c'est une bonne. Pourquoi? Parce que il a un handicap matériel et il n'a pas de père ni de mère, il n'a pas une source financière et il vit sous la dépendance de ses frères ou bien c'est une femme isolée et il est obligé d'accepter ce genre de situation et il est en face à la violence. Alors c'est à cause de la dépendance matérielle qu'il est obligé d'accepter ce type de mariage ou bien un type de travail qui est contre, c'est-à-dire qui la met dans une situation précaire. Alors, ma question, est-ce que peut-être il faudrait réfléchir avant de réaliser la légalité? Alors, peut-être, c'est-à-dire aider la femme dans une situation précaire à avoir une indépendance matérielle. Et merci. D'accord. Merci, Madame Amina. Je pense parce que nous dépassons un petit peu la marge horaire qui nous a été donc dédiée pour cette conférence et je voudrais redonner la parole à Madame la ministre Zhaspoli pour qu'elle puisse nous éclairer sur les petites remarques et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans un autre webinaire avec une continuité sur le même thème parce que c'est un thème pour lequel nous avons beaucoup de passion et pour lequel nous partageons beaucoup de choses et je crois beaucoup, si vous voulez, en la promotion du genre parce que sans nous, l'autre moitié n'aurait pas existé. Madame Nouzha, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup, professeur Zulekha Hirsi, de me donner la parole. Effectivement, il y a une question qui a été soulevée à peu près dans les trois intervenants, que je remercie pour leurs interventions. C'est la question de la culture. Effectivement, les femmes sont vecteurs d'une culture
qui peut être une culture de l'égalité. Mais si vous voulez, les femmes ne sont pas les seules responsables de la transmission de cette culture. La culture, elle est véhiculée à travers les livres scolaires, elle est véhiculée à travers les médias, elle est véhiculée à travers le discours religieux, elle est véhiculée à travers la pensée des gens, les gens dans la rue. Même quand vous apprenez parfois à votre fils ou à votre fille quelque chose qui pour vous relève de l'égalité, et là je peux saluer les progrès qui ont été accomplis dans le domaine, parce que quand je parle de certaines, disons, de certaines idées rétrogrades qui existent dans la société ou de certains courants qui agressent les femmes sur des idéologies, disons, qui agressent les droits des femmes, je n'enlève pas le fait qu'il y a eu énormément de progrès et qu'aujourd'hui, par exemple, les programmes culinaires à la télévision, on voit presque aussi souvent des hommes qu'on voit des femmes faire la cuisine. Donc, si vous voulez, il y a eu des progrès, mais il reste quand même des tenants d'une idéologie fondée sur la suprématie masculine. Et je voudrais dire que même la question de la violence, qui est pourtant un poison qui pourrit la vie à nos sociétés, parce que malheureusement, il y a eu une enquête du HCP, comme vous le savez, en 2004, qui nous a dit que, non, en 2014, qui nous a dit qu'il y avait 62% des femmes qui avaient subi la violence, disons, une forme ou une autre de violence durant l'année qui a précédé l'enquête. On a eu une deuxième enquête qui a été faite en 2019 et qui nous a montré qu'il y a augmentation des violences, notamment les violences sexuelles et les violences économiques. Parce que la société, l'idéologie de la société, elle est fondée sur le fait que la femme doit être prise en charge par l'homme et que c'est l'homme qui, de ce fait, doit dominer, c'est-à-dire elle doit obéissance à son mari en contrepartie de l'entretien qu'il lui apporte. Cette idée-là qui existait dans l'ancien code de la famille, elle n'existe plus dans la loi. Mais elle reste véhiculée par un courant idéologique qui veut que les femmes restent là où elles sont, ça veut dire sans avoir de moyens financiers. J'en ai parlé à travers le rapport du PNUD et le fait que le revenu moyen des femmes est 4 fois inférieur au revenu moyen des hommes. Mais cette situation-là, elle est intenable parce que c'est elle qui fait que les femmes sont dominées et c'est elle qui fait que les hommes, pour asseoir leur domination, recourent jusqu'à la violence. Mais également, il ne faut pas s'étonner si la société elle est basée sur ce partage des rôles, eh bien, elle enseigne aux femmes comme quoi disons, les qualités d'un homme, c'est son argent. Et donc, les femmes deviennent exigeantes. Quand je dis les femmes, ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est un certain nombre de femmes à qui on a appris qu'elles n'étaient pas obligées de gagner leur vie et qui pensent que c'est l'homme qui doit pourvoir à tous leurs besoins. Et donc, c'est ça qui crée donc cette disparité. Dans l'exemple que vous avez cité, professeur Amina Al-Haddad, quand on parle de stéréotypes et de la question le côté matériel, c'est parce que la société n'a pas une vision claire. Si on remplace cette vision-là par une vision qui fait qu'il y a une entraide entre les hommes et les femmes coopèrent pour, disons, gérer le ménage, pour gérer le foyer sur la base de l'égalité et du respect de chacun, tel que c'est dit d'ailleurs dans le code de la famille, à ce moment-là, on a des chances d'avoir des relations qui soient basées sur l'égalité, qui soient basées sur le respect mutuel et où chacun contribue matériellement, mais contribue aussi à alléger les charges les tâches ménagères, les soins aux enfants. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par le HCP sur le budget temps. Ça veut dire comment les femmes utilisent leur temps et comment les hommes utilisent leur temps. Et on a trouvé que les femmes consacrent 7 fois plus de temps que les hommes au service des autres. Au service des autres, ça veut dire pour les travaux au service de la famille, au service de la communauté. Alors que les hommes, pendant ce temps, ils ont un emploi rémunéré. Mais ça, c'est une injustice. On a besoin de rééquilibrer ce rapport au temps qui font que les femmes sont considérées comme inactives alors qu'elles font le gros du travail et que les hommes sont considérés comme actifs parce qu'ils ont
un revenu en contrepartie de leur travail. Donc, je crois que travailler sur cette question idéologique et travailler sur la promotion de la culture de l'égalité, c'est vraiment une porte d'entrée extrêmement importante pour réaliser l'égalité et réaliser surtout le développement et l'épanouissement de tous les membres de la société. Pour vous, Madame professeure Rim Lamrani, vous n'avez pas senti la discrimination et c'est tant mieux parce que ce n'est pas dans tous les milieux qu'existe cette discrimination et je ne voudrais absolument pas laisser penser que tous les hommes seraient des hommes violents ou discriminants ou égocentriques, etc., etc. Mais c'est un système qui fait que ça fonctionne comme ça. Mais au niveau individuel, en dehors du système, bien entendu, la cause des femmes n'aurait pas pu avancer s'il n'y avait pas eu, à plusieurs étapes de cette lutte, des hommes qui ont porté aussi la cause, ils croient dans la cause des femmes, ne serait-ce que parce que les hommes, en général, on a fait des études à ce sujet au sein de l'association, on a fait des focus group dans lesquels même les hommes les plus conservateurs qui ne voient pas d'un bon œil que, par exemple, les femmes puissent s'impliquer en politique ou devenir, avoir des responsabilités politiques parce qu'ils disaient non, 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 la femme, elle a trop à faire, il faut qu'elle s'occupe des enfants, etc. Mais quand on leur parle de leur fille, on leur dit, est-ce que ta fille, tu aimerais qu'elle soit ministre ou qu'elle soit parlementaire? Ils disent, ah oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire, on a une pensée positive à l'égard des femmes pour ce qui concerne les filles, mais pour ce qui concerne la femme, il y a une autre vision qui est beaucoup plus rétrograde. Moi, j'invite à ce qu'on réfléchisse beaucoup plus sur ces questions et qu'on puisse produire une pensée qui soit une pensée qui nous conduise vers le progrès. Mais quant à dire que la discrimination, parce qu'elle n'existe pas dans un milieu donné, dire qu'il n'y a pas des entraves objectives qui expliquent les inégalités entre les hommes et les femmes, je n'ai pas parlé de tous les défis que nous avons à relever, mais pensez au mariage des fillettes. Pensez à ces fillettes qui sont mariées à 15 ans, 16 ans, 17 ans, et parfois en deuxième noce, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est déjà marié et qui prend une petite fille, parce qu'en utilisant le mariage, même si c'est illégal, en utilisant le mariage de la Fatiha pour justifier ce mariage, et parfois sans faire les papiers, et parfois avec des petites filles qui se retrouvent divorcées avec un enfant, alors qu'elles n'ont pas les moyens de gagner leur vie et qu'elles doivent revenir chez leurs parents. Enfin, il y a une multitude de situations dans lesquelles les femmes sont extrêmement lésées, et on a un code pénal également qui est particulièrement discriminatoire à l'égard des femmes, et qui n'a pas été réformé depuis 1962 et qui fait, vous avez entendu récemment le jugement de la Cour de cassation qui a cassé un jugement qui permettait à un enfant né hors mariage mais qui avait le même ADN que son père biologique. Il y avait le tribunal de première instance qui avait reconnu des liens de parentalité entre cet enfant et le père biologique. Eh bien, la Cour de cassation a cassé ce jugement en faisant référence à un frère qui date d'il y a 10 siècles, Ibn Hazm, au lieu de faire référence à la Constitution et de faire référence aux engagements internationaux du Maroc, on a préféré faire des références passéistes pour justifier une situation d'inégalité, une situation qui est destinée qui va léser un enfant et qui va léser une femme au profit d'un homme qui va lui échapper, disons, à toute responsabilité à l'égard d'un enfant. Donc, vous avez le recul de l'âge du mariage, la crise du mariage qui est due aussi à cette question de séparation des rôles, parce qu'on dit aux hommes qu'ils ne peuvent se marier que s'ils sont riches. Alors aujourd'hui, l'âge du mariage, il est à 32 ans pour les garçons et 27 ans pour les filles. Et entre-temps, il y a des relations sexuelles hors mariage de fait qui existent dans la société, mais qui sont punies par le code pénal. Bon, il y a un ensemble de questions sociétales qui constituent des tabous et pour lesquels on a besoin, non pas de l'avis des gens, on a besoin d'écrire la réalité d'une façon scientifique et de voir adopter des politiques publiques qui sont disons, adaptées à notre réalité sociale. Donc, quand j'ai parlé des femmes scientifiques, je n'ai parlé que des sciences exactes, mais on a fortement besoin, en matière de sciences sociales et de sciences humaines d'une façon générale, on a besoin d'études qui ne sont pas produites, par exemple, sur les enfants nés hors mariage, les enfants abandonnés,
qui est un phénomène qui n'est pas quantifié, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas étudié par des études scientifiques qui nous permettent de connaître la réalité et de savoir quelles sont les injustices produites par des choses que nous refusons de voir. Alors moi, j'ai grand espoir dans la recherche scientifique, dans le rôle de l'université, et que les universités, les chercheurs et les chercheuses dans l'université puissent se pencher sur ces sujets de société qui font très très mal à la société et qui l'empêchent d'avancer. Donc voilà, mon message, c'est simplement de dire que nous avons besoin de toutes les capacités, chercheurs et chercheuses, pour aller dans un sens de progrès, d'égalité, de développement, parce que le monde qui nous entoure, il avance, il a besoin des sciences, il a besoin de la technologie, et d'ici, dans le futur, on n'aura plus besoin uniquement de bras pour travailler, mais on aura besoin de cerveaux pour travailler. Alors si on ne développe pas les cerveaux, si on ne développe pas le savoir, si on ne développe pas la recherche, et la recherche scientifique et technologique, eh bien on va être en arrière. Ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Nous avons des ambitions démesurées pour notre pays. On a la chance d'avoir un roi visionnaire et inscrit dans la modernité, mais il reste également à toutes les potentialités du pays de s'orienter vers la réalisation de ce projet de société moderne, démocratique, égalitaire, paritaire, qui respecte les droits et les devoirs de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Merci infiniment. Merci Madame Nouzha Sqali pour cet éclaircissement concernant donc, les questions qui viennent d'être posées. Je vous remercie beaucoup pour l'ensemble d'informations. Effectivement, la crise sanitaire a montré combien est-ce que le rôle de tout un chacun est important pour qu'il y ait un équilibre dans la société. Et donc, sans trop m'attarder, je voudrais lire juste un commentaire informatif qui a été émis sur le chat d'un smartphone Samsung. Je n'ai pas le nom de celle ou celui qui l'a mis. Donc, qui dit à l'université Hassan II de Casa, il y a en cours un projet sur l'égalité des genres financé par la Commission européenne dans le cadre des projets Horizon 2020. Et dans le cadre de ce projet Target, on a pu collecter des statistiques qui montrent que la femme enseignante-chercheur n'accède pas aux postes de responsabilité et aux instances de gestion de l'université. À l'université Hassan II de Casa, on a proposé une charte d'égalité qui a été adoptée par le conseil d'université en décembre 2018. En mars 2019, ce même conseil a consenti à former une commission pour l'égalité qui va œuvrer selon un plan d'action discuté lors des 2 workshops organisés dans le cadre de ce projet Target. Donc, c'est un projet, j'avais déjà vu l'appel et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir mettre, je dirais, en avant, si vous voulez, cette l'égalité du genre, passant par la constitution ou l'organisation familiale, arrivant jusqu'aux institutions telles que l'université. Il y a un lourd travail pour lequel nous devons toutes et tous être engagés et qui est donc l'égalité pour un monde meilleur, pas que pour notre nation, mais je pense que le problème d'égalité se pose dans un certain nombre de pays et nous devons, nous, en tant que femmes, se positionner, avoir la confiance, et vous l'avez dit, Madame Sqali, et je pense que, comme l'avait dit Madame Merim, Dr Him tout à l'heure, c'est que si vous positionnez, si vous avez la patience, si vous avez la persévérance, vous allez arriver, chères mesdames. Et je pense ensemble, et ensemble surtout, et vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot solidarité, et je pense qu'ensemble, nous pouvons donc, si vous voulez, relever le défi et répondre aux objectifs du développement durable et pouvoir instaurer l'égalité depuis le jeune âge. Et au niveau de l'université, il y a un grand travail à faire parce que la discrimination n'existe pas rien contre les hommes et les femmes, mais elle existe entre les femmes elles-mêmes. Et nous la vivons, nous la voyons. Nous avons de l'espoir. Je suis enseignante, ma collègue tout à l'heure, Madame Naddar, l'avait soulevé. Elle a dit qu'ils ont beaucoup d'enseignantes. Moi, je suis à la faculté des sciences et je constate que j'ai beaucoup d'étudiantes que d'étudiants dans les classes que j'enseigne. Et il y a vraiment un taux d'étudiantin et un taux d'engagement des filles beaucoup plus que les garçons.
et ça a été constaté particulièrement durant la crise du Covid où l'absentéisme était autorisé. Donc, sur ce, je ne voudrais pas m'attarder. Je ne sais pas si Madame Teresa Langle ou si Madame la Présidente a un mot de fin, mais au nom du Président qui est actuellement dans une inauguration d'un congrès sur la journée de la Terre, et il m'a chargé de dire le mot de fin en remerciant toute l'équipe de Mujeres pour Africa pour tout ce qu'elle fait avec l'Université Mohamed Ier tout d'abord et pour toutes les femmes en Afrique en particulier. Et c'est grâce à Mujeres pour Africa que nous avons pu recevoir aujourd'hui parmi nous Madame Zaskli, que nous remercions pour cette excellente intervention que nous allons réécouter parce qu'on m'a dit qu'elle va nous être envoyée parce que certaines dames professeurs sont actuellement en cours prises par leur engagement professionnel. Je ne saurais passer sans remercier donc la présidente de la fondation, Madame Maria Teresa Fernandez, Madame Teresa Langle de Paz, mon amie et ma collègue avec qui nous travaillons en continu. C'est une femme engagée, elle est tout le temps présente et elle répond à nos échanges à chaque fois qu'on a besoin d'elle. Je remercie également Madame Anna Fumarola, avec qui nous avons déjà entretenu des conférences, des webinaires, des activités, et j'espère qu'on continuera dans la durabilité parce qu'on a beaucoup appris les unes des autres. Je remercie également Madame Anna Salado et je remercie également toutes les dames et les hommes qui sont présents parmi nous. Merci à toutes les collègues et à toutes les amies qui ont pu se libérer pour suivre ce webinaire sur le genre. Et j'espère qu'on aura une suite dans les journées ou dans les semaines à venir. Merci à vous toutes et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je redonne la parole à une de vous, soit Madame Zaha, soit Madame la fondatrice de Mujeres pour Africa, qui nous réjouit par ces réalisations parce que moi, je voyage presque tous les jours à travers votre site. Je vois qu'il y a tout le temps des nouveautés. Et franchement, merci pour tout ce que vous faites pour la femme en général. Oh là là, on n'entend pas. Le micro. Ah voilà. Bonjour. Merci Madame Sulikaïji, merci de votre parole. Et merci à tous pour l'organisation de cette colloque, c'est très intéressant. On a montré encore une fois que les débats avec des femmes intelligentes qui ont d'expérience, ça nous enrichit à tous. Et surtout quand les personnes qui sont les protagonistes, c'est une femme comme Madame Noussa. Merci Noussa, merci beaucoup pour votre brillante intervention. Vous nous avez donné une brillante intervention sur un sujet très actuel, un sujet historique, d'autre part, que bien qu'il semble que c'est déjà dépassé, c'est pas dépassé, c'est à la mode, parce que malheureusement, encore, on n'a pas arrivé à l'égalité, à l'égalité par laquelle nous luttions depuis longtemps. Et ça montre un grand intérêt compte tenu des rares avances qui se produisent dans la participation des femmes aux affaires publiques. C'est vrai qu'il y a des avances et qu'il faut profiter de ces avances, mais c'est vrai qu'il faut engager encore plus pour que ces avances ça progresse encore plus pour essayer de changer vraiment la société. Il faut encore faire un grand effort. Je crois que les universités, ce sont notre allié, très, très bon allié, parce que sans la pensée, sans le débat, sans la connaissance, sans la recherche, on ne peut pas avancer. Et c'est pour ça que cet espace de réflexion à l'Université de Oujda, que je vais aussi remercier ces dispositions et ces collaborations. Et je crois qu'avec les connaissances, la recherche et tout ce qui découle de ces questions qui sont très importantes, on va continuer d'avancer. La Fondation Femmes pour l'Afrique, elle est très engagée avec la connaissance et tout ce qui concerne les universités et les centres de recherche. Ça, c'est tous les projets que nous mettions en place. Tout doit avoir toujours
une réflexion sur ce qui apporte du point de vue de la connaissance et de l'avance de l'intelligence pour les femmes. Merci beaucoup et j'espère qu'on va se voir à bientôt. On y va. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Nous avons enregistré la session et nous allons la partager avec des autres enseignantes et étudiantes. Merci beaucoup, Madame Mascal. Merci à tous. Merci, Vous êtes Madame Méderzé. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt, Madame. Au revoir. Au revoir tout. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au plaisir de se retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt, Nusa. Winza. Merci.